Je l'ai vécu, là, je suis rentrée dans une station, il y a du soleil, il y a du mouvement, c'est élégant, c'est somptueux, on se sent bien et cette expérience-là, c'est ça qui façonne l'expérience de la beauté. Ce sont pas des critères très stricts. Il y a un voyage et puis c'est ça le trait, à mon sens, qui est très marquant, c'est qu'on voyage à travers différents lieux, donc il y a un thème identitaire. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Aujourd'hui, à Prochaine Station, on va parler d'art public parce que, oui, quand il est question de transport collectif comme le REM, on parle aussi d'art public. On va en parler avec Marie-Justine Schneider, qui est conservatrice à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ça, c'est en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, on va garder cette thématique-là de l'art, mais on va l'extensionner sur l'architecture des stations, le réseau du REM, son intégration, même on va aller au niveau des aménagements paysagers qu'on va éventuellement retrouver en bordure des stations. Donc, vraiment pour se plonger dans ce qui attendra les futurs usagers du REM. Donc, en première partie d'émission, je suis très heureux d'accueillir Marie-Justine Schneider. Bienvenue à Prochaine Station. Bonjour, merci, je suis ravie d'être ici. Marie-Justine, je le disais d'entrée de jeu, tu es conservatrice à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Pour que les gens se donnent une idée, on parle d'à peu près combien d'œuvres qui sont à la Caisse là, dans la collection? Il y a autour de 365 œuvres. Ça sonne peut-être beaucoup, mais c'est une petite collection si on compare aux grandes collections. Puis ces œuvres-là sont dans les bureaux à la Caisse, surtout à Montréal. Puis je disais que tu es responsable, tu es conservatrice, mais on peut dire aussi que tu es derrière un peu l'envol de cette collection-là. Tu es là depuis pratiquement le jour J, les premiers balbutiements. Oui, bien, la collection a commencé en 2003, puis moi je suis arrivée en 2004, donc ça va faire bientôt 19 ans. 19 ans. Alors, elle a pris forme là, dans ces dernières 19 années. On parle de collection à la Caisse et là, il y a eu une opportunité d'aller du côté de l'art public. Je pense que c'était peut-être même une opportunité incroyable parce que tu as embarqué dans le projet du REM. Tu es responsable désormais de ce programme-là d'art du REM. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. C'est quoi la vision du programme d'art qu'on appelle UNIR, je pense bien, le programme d'art du REM? Exactement. Mais en fait, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'art dans l'espace public, donc c'était déjà une passion. Okay. J'avais fait quelques projets d'art public pour Ivanhoe Cambridge. Et là, c'est une occasion exceptionnelle. Depuis le métro de Montréal, il n'y a pas eu de déploiement d'une collection dans un réseau de transport comme la collection là, qu'on va mettre en place avec le REM. Puis la vision, au début, fallait s'arrimer à un réseau qui est très, très grand, ouais, avec une enveloppe précise. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'on va couvrir du terrain, qu'il n'y aura pas des œuvres concentrées, par exemple, au centre-ville. Puis donc, il y a 2 volets au programme artistique du REM. Le premier, ce sont des œuvres permanentes d'artistes en art visuel professionnels québécois. Okay. Puis un deuxième volet, c'est de l'art temporaire. Donc, ce qui est vraiment formidable, c'est que les 4 grandes universités montréalaises ont créé un cours spécifiquement pour le REM. Et ce cours-là est ouvert aux étudiants en art visuel, mais aussi aux étudiants en art dramatique, en musique, vraiment pluridisciplinaire. Okay. Et ces étudiants vont pouvoir créer des œuvres temporaires dans un espace qui est associé au REM. Et ça crée un écrin formidable pour mettre en valeur là, toute leur recherche et l'effervescence là, des étudiants, finalement. Oui, c'est génial. C'est-à-dire, au-delà du programme avec des artistes un peu plus établis, on offre à la relève dans le domaine, j'imagine, une opportunité, une visibilité incroyable de travailler sur justement des œuvres qui vont vivre à peu près 1 an et qui vont être vues par des milliers de personnes. Oui, absolument. Puis le mariage entre transport collectif et art public, il va un peu de soi dans le sens que c'est tellement une opportunité, une occasion incroyable pour l'art public de se faire voir parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des gens qui traversent. Ouais. Est-ce que tu as été un peu inspiré ailleurs dans le monde, justement, de ce mariage-là qu'on peut retrouver, même auquel on est habitué à Montréal avec le métro, on trouve un certain nombre d'œuvres. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire ici et ailleurs?
Bien, c'est sûr que le Métro Montréal, c'est assez incroyable quand même comme collection d'art public. Eux, ils ont vraiment, dans le Métro de Montréal, tu as une œuvre, une station. Nous, on essaie de s'immiscer pour pas juste s'arrimer aux stations, mais d'être vraiment dans le réseau. Donc, trouver même peut-être des lieux qui sont entre les stations. Mais bon, c'est sûr, ça revient systématiquement quand on parle d'art dans l'espace public, mais le High Line à New York est vraiment une inspiration. Ils ont des expositions d'1 an. Puis ce sont des pratiques en art visuel très de recherche. Là. C'est des artistes contemporains qui sont collectionnés par les musées, qui sont collectionnés par les collections publiques. Donc, c'est pas juste de la décoration. C'est vraiment des œuvres qui nous font réfléchir, qui réfléchissent à l'espace public aussi. J'aimerais ça dire que j'ai voyagé partout dans le monde puis vous donner des tonnes d'exemples, mais c'est sûr qu'à Paris, l'art dans la ville m'a vraiment inspiré. L'œuvre de Buren, exceptionnelle au Palais Royal. Puis même à Montréal, il y a à peu près, je pense qu'il y a 25 ans, il y avait une œuvre qui s'appelait, une exposition qui s'appelait Panique au Faubourg, puis c'était dans le Vieux-Montréal. Puis il y avait des œuvres partout dans l'espace public, puis j'avais trouvé ça exceptionnel. Ça m'avait vraiment marqué, puis ça m'a permis de voir le Vieux-Montréal d'une autre façon. Puis, donc, je pourrais en nommer là, des tonnes d'exemples, mais les aéroports, LaGuardia, il y a toujours de l'art dans l'espace public. C'est vraiment associé au rythme d'une ville. Puis c'est une façon aussi, si je peux dire, de démocratiser un peu parce que c'est accessible à tous. C'est une façon aux gens, justement, qui n'ont peut-être pas la chance d'aller dans des musées, qui n'ont pas vont pas nécessairement dans des galeries. Ça fait partie du quotidien pour eux désormais. Oui. Puis je pense que c'est la raison la plus importante, c'est la démocratisation de l'art. C'est sûr que quand on étudie en histoire de l'art, ça va de soi, de l'art dans l'espace public. Plus j'ai commencé à lire sur l'espace public, plus je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'études qui portaient sur, par exemple, les chemins neurologiques que ça peut créer dans le cerveau, côtoyer de l'art. Comme quoi, un espace avec des œuvres d'art, ça apaise le système nerveux. Ça crée de l'empathie parce qu'on adresse des anglements de notre société. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits associés à l'art dans l'espace public qui va bien au-delà de la démocratisation de l'art. Ça permet aux citoyens de se sentir bien, puis ça donne l'impression... ça donne une âme aussi à un espace, à un système de transport. Ça parle de nous. Ça part d'une histoire commune. Là, je voudrais qu'on plonge dans ce qui attend les usagers. Parce que là, on a hâte, les gens ont hâte, même que peut-être qu'il y a des gens qui en ce moment écoutent le balado puis qui vont découvrir les œuvres sous peu qui seront dans le REM. Je pense qu'au moment de l'enregistrement, on peut dire qu'il y en a 3 qui sont déjà sélectionnés. J'aimerais ça qu'on en parle, que tu nous les présentes, que tu nous permettes un peu de s'y transposer, de les découvrir. La première, là, si ça te va, sur laquelle j'aimerais t'entendre, c'est j'irais dans le fin fond du tunnel du Mont-Royal à Édouard-Montpetit. Ça va être un lieu quand même assez exceptionnel en soi pour accueillir une œuvre d'art. On va avoir une œuvre je te laisse la présenter. De Manuel Mathieu, qui est un formidable artiste peintre. Donc, c'était aussi atypique de prendre un peintre pour faire de la mosaïque. Et puis, on a mis en place un concours, puis il a vraiment, il a fait une proposition assez exceptionnelle. Donc, c'est 70 mètres sous terre. Et il y a un atelier à Montréal qui s'appelle Mosaïka. Et Mosaïka, ils font des mosaïques partout dans le monde. Ils sont vraiment très, très compétents. Et Manuel Mathieu et Mosaïka ont travaillé ensemble pour faire une proposition assez exceptionnelle. Donc, il faut s'imaginer 5 gigantesques tableaux, des mosaïques multicolores, très, 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 très intenses là, au niveau, là, parce que ça pourrait être, par exemple, des petits morceaux carrés, des petits morceaux ronds, mais là, c'est des fracas de mosaïques avec toutes les nuances de couleurs, très proches de sa peinture. Et ce sont des grands paysages imaginaires. Et l'artiste s'est dit, moi, je sais que les usagers vont descendre sous terre avec leur imaginaire. Je vais marquer leur imaginaire et puis ils vont repartir avec ces brides de géologiques qui intègrent dans ces mosaïques. Et puis, c'est vraiment un voyage là, qui nous offre. Et je dirais que c'est une proposition qui est très forte. C'est une première, je pense, pour lui, la mosaïque. C'est une première pour lui. Absolument. Puis vraiment, c'était assez amusant pendant le jury. Je pense qu'il a poussé l'atelier Mosaïka à sortir de leur zone de confort et vice-versa. C'était un dialogue très intense entre l'atelier, lui, puis les deux, ils ont trouvé une facture, un langage visuel
avec la mosaïque. Puis ils vont nous offrir vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Puis la mosaïque fait écho au métro de Montréal aussi. Ben oui, c'est vrai. Dans le métro de Montréal, On en il y a beaucoup retrouve ça. de mosaïques. Donc, pour moi, je me dis, bon, ça va de soi qu'il faut qu'on ait la mosaïque là, comme langage visuel dans le REM. Puis si on parle des 2 autres œuvres qui ont été sélectionnées, c'est Oui. intéressant aussi parce que c'est dans d'autres médiums. On n'est plus dans Oui. la mosaïque. Donc, on a une certaine... Je pense que tu cherches une certaine diversité dans les œuvres qui sont choisies en Oui. termes de... Puis la grande question qu'il fallait se poser, c'est ce qu'il va y avoir un lien entre les œuvres. On a OK. décidé que non, parce que OK. l'espace géographique c'était trop espacé pour qu'on sente vraiment le lien entre les œuvres. Mais on savait qu'on voulait des artistes en art contemporain, puis une diversité d'expériences. Donc là, on a de la mosaïque. Ensuite, on va à la station Panama, puis on a une boîte lumineuse rétroéclairée, qui est une OK. photographie de Chi-Cheng Wang, et qui est une magnifique, en fait, photographie qui représente, en fait, on passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, on voit des particules de poussière en suspension dans son atelier qu'il a photographié, puis ça fait comme des petites étoiles. Et dans l'arrière-fond, il y a des nuages. En fait, c'est des photos qu'il a prises lorsqu'il faisait des voyages en avion de la ville de Montréal alors qu'il était dans l'avion. Donc, on passe vraiment... c'est comme un espace de rêve un peu. Et Ça, c'est à Panama. Ça, c'est à Panama. Je pense qu'elle est située, cette œuvre, dans le corridor qui peut juste avant la station. Hein? Exactement. C'est un corridor qui va être éclairé, mais qui est assez étrange. C'est comme Ouais, un processus. Là, je pense qu'on est sous l'autoroute. On est sous l'autoroute, exactement. Puis effectivement, c'est un coin un peu plus... c'est moins lumineux. Là. On est quand même sous une structure. Donc, c'est vrai que ça va amener une luminosité. Oui, une fenêtre Ouais. aussi, ça va ouvrir. Puis je pensais beaucoup au cinéma, au cinéparc. Ouais. Puis quand on passe sur ces autoroutes-là à l'époque, en tout cas, il y avait des cinéparcs. Puis c'était comme si on amène le cinéparc sous terre, puis qu'on ouvre l'espace avec ce grand, cette photographie rétroéclairée. Donc, Et la dernière qui a été sélectionnée, c'est aussi une œuvre du côté de la Rive-Sud, à Brossard. Oui, une œuvre de David Armstrong 6. Donc, ce sont 2 passagers, 2 voyageurs en bronze, du bronze coloré. De la sculpture. Et il y en a une qui est située proche des débarcadères d'autobus parce que ça fait partie de la réflexion. On veut que les œuvres s'adressent à différents usagers. Donc, pas seulement ceux qui viennent à pied, pas seulement ceux qui viennent en vélo ou en autobus ou en voiture. Donc là, dans le cas de David Armstrong 6, il y en a 2. C'est un diptyque. Okay. Et elles se répondent. On les voit pas les 2 en même temps. Puis il y en a une proche du débarcadère des autobus, puis l'autre qui est proche du stationnement. Et lui a imaginé 2 amants. Ça, c'est très imaginaire, hein, parce que là, on pourrait imaginer deux sculptures qu'on reconnaît des gens, mais là, c'est vraiment un univers aussi. Oui, là, c'est 2, puis ça mesure presque 14 pieds de hauteur. C'est des bronzes, mais c'est très proche du dessin. Oui, c'est ça. On va deviner, parce qu'il a mis quelques éléments figuratifs, donc qui ressemblent à quelque chose comme une valise, un sac à dos. Il a même mis des pierres sous le passager parce qu'il veut qu'on se rappelle le bruit que ça peut faire une valise sur un pavé. Cool. Et donc, là, il s'est imaginé des amants. Il a parlé beaucoup, par exemple, du voyage. Lui, c'était vraiment le train, ce que ça évoque. Et donc, c'est riche. C'est très riche. J'espère vraiment qu'en ce moment, là, quand les gens nous écoutent, il y a des gens en ce moment qui puissent même aller voir les œuvres en même temps qu'ils t'écoutent parce que ça donne une perspective aussi, tu sais, vraiment des coulisses de qu'est-ce qu'il y a derrière les œuvres. C'est ça qui est intéressant aussi avec l'art public, c'est qu'au-delà de les voir, c'est aussi peut-être s'informer. Je pense aussi que c'est une volonté aussi qu'on sensibilise les gens au parcours de l'artiste, à la dimension derrière l'œuvre d'art en soi. Là. Oui, puis aussi de comprendre que les artistes créent des œuvres spécifiquement pour le REM, alors que ce soit Manuel Mathieu qui allait au HEC il y a 15 ans, que ce soit Chi-Cheng qui allait à Brossard à l'époque quand il est arrivé à Montréal. Et dans le cas de David Armstrong 6, il a réfléchi vraiment au transport. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un programme de médiation pour qu'on communique toute l'intention de l'artiste parce qu'elle est riche. Et puis, on ne veut pas garder ça pour nous. On veut que tout le monde en bénéficie. Puis, là, on a parlé de 3 œuvres qui sont sélectionnées. Au final, je pense qu'il y en aura quoi, à peu près? Une dizaine. Oui. Bon, là, on voit, là, tu les as tous nommés, c'est 3 hommes. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à voir aussi des artistes, que des femmes aussi fassent partie des artistes sélectionnés? Oui, absolument. On a évidemment de la diversité visible, mais je veux dire, l'idée, c'est vraiment d'avoir la plus grande parité, d'avoir des artistes de la diversité, d'avoir de la diversité dans les propositions aussi. Donc, c'est un point de vigilance. Là,
là, on veut absolument là, avoir des pratiques d'artistes femmes. Peut-être même dédier éventuellement une station à un ou une artiste des Premières Nations. On est à Montréal, bien ça aussi, oui. avec une commissaire des Premières Nations. Là, ça serait dans un monde idéal. Donc, ce sont des projets, mais on reste très vigilant là, par rapport à... On veut que ça soit hétérogène là, comme proposition. OK. Donc, la vision à terme, là, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui, justement, est le plus... on est dans la diversité des médiums, la diversité aussi des artistes, vraiment s'assurer là, d'avoir une belle représentation. Oui, puis de faire vivre une expérience de diversité aussi aux usagers qui soient confrontés à des visions puis à des langages qui sont différents. Donc... Marie-Justine, on va poursuivre le voyage à travers le REM. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre un peu un voyage. Tu nous amènes dans les différentes stations. Là, on a parlé des œuvres, mais là, on va aller l'élargir à la station. Oui. On va accueillir Élise Beauregard, qui a travaillé sur la signature architecturale du REM. Elle travaille du côté de ELBC, du groupe ELBC. Donc, elle va se joindre à la discussion et on va poursuivre justement dans ce voyage-là que je pourrais baptiser du REM pour parler des stations, des structures et comment tout ça a été réfléchi. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, on poursuit l'épisode de Prochaine Station sur le grand thème de l'art. Cette fois-ci, on va parler avec Élise Beauregard de l'architecture des stations, de l'intégration des stations, parce que Élise, depuis, je pense, le début pas mal du projet, t'es derrière la grande vision architecturale, derrière ce grand projet de transport collectif. Les gens, en ce moment, qui nous écoutent, l'ont peut-être vu circuler, peut-être même qu'ils sont en ce moment à l'intérieur même des stations du REM, donc ils remarquent sans doute beaucoup des plafonds de bois, du verre, quelque chose de très lumineux. Donc, guide-nous un peu à travers, là, c'était quoi au départ, là, cette vision-là des lignes qui ont guidé la réflexion pour l'intégration de l'architecture du REM? Ben, oui, merci de pouvoir expliquer les lignes directrices, en fait, c'est comment on va organiser l'harmonisation des différentes composantes de ce réseau-là qui sont complexes. Donc, il y a 25 stations, 67 kilomètres de voies, des nouvelles antennes. On traverse des rivières, le fleuve, etc. Donc, comment on fait pour trouver une identité cohérente à travers toutes ces expériences-là? C'est ça, hein? Puis tu le nommes bien, c'est que derrière le REM, c'est tellement de corps de métier. On a des ingénieurs, on a des architectes, on a de l'aménagement paysager. Donc, c'était un peu de s'assurer que tout ça soit harmonisé. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont écoutés quand ils ont entendu dire 25 stations. Juste pour la parenthèse, c'est qu'il y en a 26 à terme, mais t'excluais, j'imagine, la station de l'aéroport qui, elle, est faite par les équipes d'aéroport de Montréal. Mais ce que je comprends, c'est que ces lignes-là guident le travail d'essentiellement la majorité des stations pour qu'il y ait une grande harmonie. Je fais la comparaison avec ce qu'on connaît, c'est le métro. Le métro, on a un peu des traits très, très uniques par station. Là. Chaque station a un peu sa propre vision, si je peux dire. La vision du REM, est-ce que c'était d'avoir ces traits-là très distinctifs? Comment on a jonglé avec l'idée d'harmonie, de distinction, etc.? Oui, c'est une bonne question. Mais c'est ça. La question, c'est comment donner de l'homogénéité dans un milieu aussi varié. C'est ça. Puis, en fait, je pense que le REM, un peu comme vous l'avez évoqué un peu plus tôt, il y a un voyage là-dedans. Là. Il y a un voyage. Et puis, c'est ça le trait, à mon sens, qui est très marquant, c'est qu'on voyage à travers différents lieux. Donc, il y a un thème identitaire. Pour ça, il y a aussi eu une réflexion à savoir que les stations vont avoir des volumes différents, mais il doit y avoir des composants qui se retrouvent parce qu'on veut créer... Des éléments communs. Ouais. Donc, et puis là, on s'inscrit dans une tradition très moderne, minimaliste, même fonctionnaliste. Donc, c'est le verre, beaucoup de transparence et on veut y ajouter à ça le bois qui est identitaire au Québec. Le rôle que tu as, Élise, fait aussi le pont avec le travail du programme d'art parce que ça fait partie aussi des composantes auxquelles il faut réfléchir. Donc, Marie-Justine, dis-moi un peu le pont entre votre travail conjoint. Ben, moi, je pourrais pas travailler ça, Élise. Élise vient, en fait, donner toute l'information. Élise choisit les lieux, c'est-à-dire qu'on en discute parce que elle mentionnait forme, fonction. Chaque recoin est réfléchi en fonction d'une fonction. Donc, c'est pas évident d'aller trouver des lieux pour mettre des œuvres d'art parce que tout est très bien réfléchi et ficelé. Donc, une fois qu'on a une idée du lieu, j'en discute avec Élise. Élise me sort des cahiers de contraintes et elle accompagne les artistes dans toutes les contraintes techniques. Et puis, il y en a plusieurs. Donc, sans cette dimension technique, on pourrait pas venir inscrire des œuvres d'art dans ce réseau.
Je vous entends, puis je t'entends, Élise, puis je constate à quel point tout ça est réfléchi, pensé. En même temps, dans l'espace public, depuis le début du projet, on dirait que l'architecture, le beau, en fait, est souvent questionné. Les gens ont, perceptuellement peut-être, là, ont une connotation de dire « Ah, c'est peut-être fait rapidement, il n'y a pas nécessairement de vision, c'est pas nécessairement beau. » Quand tu as certainement entendu ça toi aussi, comment on réagit ou qu'est-ce qu'on voudrait souligner aux gens qui ont peut-être cette perception-là sans les avoir vus parce que, bon, ils ne sont pas ouvertes, les stations. Oui, tout à fait. Bien, c'est un projet d'ampleur énorme. Donc, il va se construire, il va se déployer, les gens vont vivre dedans. Et il va évoluer aussi. Il faut regarder un petit peu plus, il faut s'élever notre regard parce qu'évidemment, le REM, c'est un projet pour les 50 et plus prochaines années. Donc, quand on parle d'aménagement paysager, bien, ça va pousser, ça va se développer, ça va grandir. C'est un peu ça que tu veux dire. Et puis, il y a une partie sociale aussi dans le réseau, c'est-à-dire qu'il y a des places publiques, puis la vision, c'est que les gens vont être de plus en plus mobiles. Il y a donc, ils vont utiliser les espaces, les réseaux cyclables, les réseaux, tout ce réseautage-là vers les lieux d'entrée du réseau. Et aussi, il y a des endroits dans le réseau qui vont décloisonner des villes. Mais tu touches tellement à quelque chose qu'à un moment donné qui m'a habité, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, quand on regarde le REM comme un objet figé, c'est une chose, mais c'est un objet vivant, le REM. C'est pas un objet, c'est un mouvement, il va y avoir de la circulation. Donc, il faut l'imaginer comme un objet en mouvement et non pas penser comme des structures figées. C'est des structures qui vont vivre. Oui, effectivement. Et l'art est vraiment génial là-dedans. Là. Mais même le beau, je voulais rebondir sur ce que tu mentionnais tout à l'heure, la notion de beau. Le beau, c'est pas des critères, c'est une expérience. Exact. Puis, je l'ai vécu, là. Je suis rentrée dans une station, il y a du soleil, il y a du mouvement, c'est élégant, c'est somptueux, on se sent bien. Et cette expérience-là, c'est ça qui façonne l'expérience de la beauté. Ce ne sont pas des critères très stricts. Dans le fond, c'est lorsque les lieux vont être habités, c'est là qu'on va vraiment vivre l'expérience. Lorsque notre corps va habiter le lieu et quand on va circuler dans l'espace, si c'est fluide, si c'est agréable, on va considérer que l'espace est beau. C'est très important ce que tu dis parce que c'est une des comme on dit, il y a le mouvement, il y a l'identité, le mouvement et la transparence. Ouais. Ça, et on essaie de la faire à travers tout ce qui touche le REM. Mais tu touches un point très, très important où tu le rappelles, Marie-Justine, c'est le fait que c'est avant tout fait pour l'usager qui est en mouvement. Exact. Donc, lui, il part d'un point à l'autre. Il va peut-être dans sa vie faire, je dis ça comme ça, Rive-Sud, Brossard, Gare Centrale. Mais il peut aller comme ça, il peut s'amuser aussi à aller jusqu'à Deux-Montagnes, puis là, il va passer en souterrain, il va revenir en aérien. Ils vont découvrir la ville d'une autre façon. Donc, c'est pas seulement sur l'objet comme tel architectural, mais c'est vraiment l'expérience. Son passage à travers le réseau. Mais il y a un soin de simplicité, d'élégance, de durabilité dans les matériaux, les choix des matériaux, l'expérience et tout ça. J'aimerais ça parce que les gens qui vous ont écouté ont un peu découvert à travers votre vision, le rôle que vous avez joué derrière le REM, le projet. Si vous aviez un souhait à faire quand les gens vont embarquer pour une première ou une deuxième, troisième fois dans le REM, quelque chose que vous dites, ça, là, ça serait intéressant, j'aimerais que les gens le remarquent. Ce point-là où on a eu une vision, une intention, un point de sensibilité, chacune, là, ça serait quoi que vous voudriez qu'on remarque? Mais c'est sûr que j'aimerais qu'on remarque les œuvres. C'est évidemment, c'est pour ça qu'on fait des gestes forts, mais j'aimerais qu'on remarque la chorégraphie du corps dans l'espace. Puis je pense que les artistes l'ont remarqué déjà, le soulignent, le suggèrent. Donc, comment on se déplace dans cet espace, puis comment on se sent bien, l'état dans lequel ils sont. Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils se sentent oppressés? Ça me surprendrait. Puis les œuvres devraient venir augmenter cette sensation de bien-être. Alors moi, en fait, c'est aussi la reconnaissance que ce réseau-là, qui est un grand, grand projet, puis qui s'inscrit dans les grands projets aussi aux États-Unis, tout ça, c'est peut-être deux choses là, qui sont peut-être pas tout à fait reliées à votre question, mais il y en a une qui est l'aspect aussi énorme de multidisciplinaire. Ouais. Parce que moi, je suis une pointe de l'iceberg. Il y a énormément de monde. Il y a des firmes, nos meilleures firmes d'architectes ont travaillé sur les projets, etc. Mais il y a eu une chorégraphie, comme tu dis,
qui va s'installer avec le temps. Et moi, là-dessus, ce que les gens, j'aimerais qu'ils découvrent le plus, c'est le soin à la projection dans la nouvelle façon de vivre ou une durabilité. C'est-à-dire que les gens utilisent de plus en plus les transports électriques parce qu'on est dans une période de réchauffement planétaire. C'est clair. Et ça, c'est un geste clair. On déplace les populations avec l'électricité. Puis autour de ça, il y a la transparence, l'éclairage naturel. Et il n'y a pas de conducteur. Il y a une notion de liberté et de dire c'est à nous. C'est à nous. C'est nous qui on participera un jour à tout ça, puis qu'on en soit fiers. C'est ça. Mais écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression que, tout le monde se doute, là, quand je prends du transport, on veut que ça soit rapide, on veut que ça soit fréquent, on veut que ça soit fiable, mais au-delà de ça, là, on vient de se dire aussi qu'il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit une expérience, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Puis j'ai l'impression que vous deux, vous avez joué un rôle très actif pour contribuer à ça. Et je vous en remercie, puis surtout d'avoir fait voyager un peu les gens qui, en ce moment, soit le prennent ou vont le prendre prochainement. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Grand plaisir, merci. Alors, on conclut l'épisode de Prochaine Station avec Rose, notre conseillère communication numérique. Aujourd'hui, Rose, tu vas nous introduire dans l'univers sonore du REM, parce que, même si quand on parle d'un réseau de transport collectif, l'importance du visuel, la signalétique, tous les concepts visuels sont hyper importants, mais le son aussi, le son et la voix. Il y a toute une réflexion parce que, évidemment, ça va être des sons qu'on va entendre très souvent. Il ne faut pas que ça soit agressant, il faut que ça coule bien, il faut qu'il y ait un bel équilibre. Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qui a été réfléchi du côté du REM. Oui, puis peut juste expliquer, en fait, on va l'entendre. On va l'entendre, oui, c'est vrai. On va commencer avec les sons en station. Parce que oui, il y a la voix, on va y revenir, ça, on le sait déjà, mais il y a aussi des sons en station. On va les écouter. Il y en a 3 distinctifs. Il y a l'ouverture des portes, il y a la fermeture, puis il y a un son qu'on entend avant un message spécial. Exact. Alors, je me lance. Je vais te faire écouter d'abord l'ouverture des portes. Et pour beaucoup de monde là, qui nous écoute dans le balado, c'est la première fois et c'est le son officiel du REM que vous allez entendre pendant plusieurs années à l'ouverture des portes. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. C'est synchronisé avec l'ouverture. Exact. C'est synchronisé. Il y a peut-être des gens qui viennent de l'entendre et disent « c'est simple un peu », mais effectivement, il faut que ça coule. Hein? Vous allez l'entendre à chaque ouverture des portes, donc il faut que ça soit très, très simple. Maintenant, je vais te faire écouter la fermeture des portes. Ça, c'est le fameux signal de se dépêcher parce que les portes vont fermer puis on ne veut pas rester pris. Et on ne veut pas retenir les portes. Donc, c'est pas qu'il y a 2 signaux sonores là, pour dire, écoutez, ça ferme. Parce que c'est ça, il faut soit accélérer le pas ou soit se tasser parce que les portes ferment. Puis on veut justement, ça fait partie de toute la réflexion pour éviter justement qu'il y ait des perturbations de service. Et maintenant, imaginons-nous, on est dans le REM et là, il faut attirer l'attention des gens parce qu'on a un message, une annonce à faire. Quelques petites notes comme ça pour dire aux gens, attention, message à écouter. C'est bien quand même. Oui. Moi, je trouve ça bien parce que c'est la répétition, c'est le temps qui va nous dire toute cette réflexion-là. Les gens avec qui on a travaillé nous ont bien guidés avec justement ces notions-là d'écouter, il faut être dans la simplicité, l'efficacité, puis surtout la durabilité, disons, de ces sons-là. Puis ça, c'est pour les sons, mais il y a aussi la voix. Oui, au départ, peu de gens le savent, mais au départ, on pensait peut-être utiliser une voix de synthèse à la place d'une voix humaine. Une voix de synthèse, ça sonne comme une voix humaine, mais en fait, c'est des bouts de syllabes qui ont été collés ensemble pour faire une voix humaine, mais ça nous donne la flexibilité d'un peu lui faire dire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, oui, exact. C'est très utile parce que, justement, des fois, oui, on peut avoir enregistré 100 messages et plus, mais il y a quand même des situations qui vont nous surprendre nous-mêmes puis qu'on va devoir un peu improviser puis, justement, pouvoir faire dire des messages, justement, comme on a entendu après ce fameux signal sonore-là. Donc, cette voix-là de synthèse, on va en avoir une. On va en avoir une, puis on l'a choisie. En fait, c'est une voix féminine, comme la vraie voix du REM. Toi, tu as participé à la sélection. Le but, c'est disons, on part d'une centaine de messages-ish, là, parce qu'il y en a plusieurs. Puis là, tu essaies de calquer toutes les possibilités. Puis ça va être notre voix officielle. Et dans des cas de perturbation, de cas qui ne s'avéreront pas souvent, ben là, on va aller chercher Amélie, qui va être notre voix de synthèse. Puis notre voix officielle, la petite histoire, là, pour savoir, parce que les gens, ils nous ont beaucoup questionné là-dessus. D'où c'est parti, en fait, on a commencé par sélectionner 10 voix féminines, membres de l'UDA,
Des voix féminines parce que c'est tout simplement parce que c'est plus facilement audible. Ah, puis tu fais bien de le souligner parce que je me rappelle, il y a des gens quand même qui ont posé la question pourquoi dans les 10 ou dans les choix, il n'y avait pas des hommes, en fait. C'est juste pour ça. Puis après, à l'interne, on a fait une présélection à l'aveugle de nos 3 voix préférées. Puis c'est après qu'on a impliqué le public là-dedans. Eux aussi avaient à choisir entre ces 3 voix-là leur préférée. Et c'est là le beau clin d'œil, c'est que les gens, sans même le savoir, ont choisi la voix de Caroline Davernas, qui est en fait la fille de la voix du métro de Montréal, Michel Deslauriers. Oui, exact. C'est quand même fou, hein? Puis il y a vraiment eu un énorme taux de participation. Moi, ça m'a surpris. Il y a eu près de 35 000 votes. C'est énorme. C'est beaucoup. On était surpris. On savait que les gens allaient vouloir participer, mais de là à avoir autant de votes. Puis c'est bien quand même que les gens aient participé à ce choix-là parce que c'est quelque chose justement qui va les accompagner. Puis même nous, on savait que Caroline faisait partie des auditions. On se disait, mon Dieu, si c'est elle qui l'emporte, ben quel beau clin d'œil. Mais elle a passé à travers chacune des étapes comme ça à l'aveugle. Puis finalement, ben le clin d'œil, comme tu l'as dit, est incroyable. Oui. Et là, Caroline, au moment où on se parle, ben on est à l'aube de la mise en service. Elle est en train d'enregistrer des messages. Plus d'une centaine de messages ont été enregistrés. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'au début, on s'était dit, on veut une voix distinctive, on veut de la chaleur dans sa voix, on veut sentir du sourire. Mais c'est fou comment des fois, quand on le teste en station, quand on le met dans son environnement, ça sonnait bizarre un peu. Ben c'est ça, puis c'est là le vrai test, hein. Puis nos équipes sont allées plusieurs fois, ils vont aussi encore pour vraiment faire tout ce va-et-vient-là entre le studio puis la réalité, parce que dans le brouhaha, avec le bruit, les gens, le bruit des voitures aussi, les bruits techniques, hein, dans l'ouverture, la fermeture des portes, là, vous avez entendu sans le bruit naturel de la technologie. Il fallait que ça fonctionne, il fallait que la répétition aussi soit pas un moment donné fatigante. Ben, on l'entend souvent. Là. On va l'entendre souvent. C'est justement là qu'on s'est rendu compte, on a réenregistré les messages pour que la voix soit plus neutre, parce que justement, on veut que les gens, l'apprécient, mais n'aient même pas besoin d'y penser, en fait. On veut qu'il fasse juste le vivre. En fait. Est-ce qu'on l'écoute? Oui, bien c'est ça, on pourrait se laisser en écoutant la voix. Exact. Alors, je te fais écouter la voix de Caroline qui va annoncer une prochaine station. Prochaine station, Brossard. Hein, tu vois, puis là, j'ai hâte d'entendre les gens réagir parce que là, nous, on l'écoute dans un environnement de balado, c'est complètement différent. Mais projetez-vous d'entendre ça plusieurs fois. Prochaine station, Brossard. Ah, on s'imagine, on commence à s'imaginer, ça devient concret le REM. C'est très concret. J'ai l'impression que ce son-là, ces choix-là, ben c'est tellement des éléments importants. Ça fait partie de la grande réflexion pour offrir un service là, qui va être agréable. Oui. Merci, Rose. Merci. Prochaine station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.